Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Namibie endeuillée après la disparition du président Hage Geingob. Le chef de l'État est décédé ce dimanche dans un hôpital de Windhoek. Le troisième président de Namibie, Hage Geingob, s'est aussi illustré par son militantisme anti-apartheid. Report de l'élection présidentielle au Sénégal. Le président Macky Sall justifie cette décision par une présumée affaire de corruption impliquant 2 membres du Conseil constitutionnel. Baran Ndiaye, consultant et analyste politique, est avec nous pour décrypter la situation. Et puis nouvelle hausse des prix du carburant au Cameroun, une augmentation de 15% entrée en vigueur ce samedi. Les consommateurs de leur côté s'inquiètent de son impact sur leur porte-monnaie. Il avait 82 ans en Namibie. Le président Hage Geingob s'est éteint ce dimanche 4 février à Windhoek, la capitale. Il est décédé à l'hôpital Lady Pohamba où il recevait un traitement après la découverte de cellules cancéreuses. Plusieurs chefs d'État lui ont rendu hommage. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa notamment a salué la mémoire d'un vétéran de la libération de la Namibie, du colonialisme et de l'apartheid. Retour sur son parcours avec Nathalie Mou. La nation namibienne a perdu un serviteur distingué du peuple, une icône de lutte de libération, l'architecte en chef de notre constitution. Ainsi est décrit le chef de l'État namibien Hage Geingob dans le communiqué de la présidence de la République annonçant son décès. Âgé de 82 ans, le président Hage Geingob est décédé le 4 février 2024 à l'hôpital Lady Pohamba à Windhoek, la capitale namibienne où il était soigné pour un cancer. Troisième dirigeant démocratiquement élu et premier président issu de la minorité ethnique d'Amaras en Namibie, Hage Geingob aurait achevé son second mandat à la tête du pays d'ici fin 2024. C'est triste de perdre un président comme nous l'avons fait. Nous savions tous qu'il était malade, mais nous avons tous été surpris par la nouvelle disant qu'il n'est plus. Nous avons définitivement perdu un leader et c'est une période tragique pour nous Namibiens. Le président Hage Geingob fait partie des principaux militants nationalistes pour l'indépendance de la Namibie intervenue en 1990. Son combat contre le régime de ségrégation raciale a permis la mise sur pied d'une politique de redistribution des richesses dans son pays. Sous son leadership également, l'Allemagne s'est engagée à payer à la Namibie 1,1 milliard d'euros en réparation pour le génocide des Herero et des Nama au début du XXe siècle. C'est un jour où nous sommes attristés, c'est un moment de tristesse dans lequel nous vivons en tant que Namibiens. Nous devons rester rassemblés, nous devons rester unis et chérir son héritage. À l'annonce du décès du président Geingob, plusieurs présidents africains ont adressé leurs condoléances au peuple namibien. Pour la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, le continent africain a perdu l'une de ses plus grandes figures contemporaines de la construction panafricaniste. En attendant la tenue de futures élections présidentielles en Namibie, le vice-président Nangolo Mbumba assure l'intérim à la tête du pays. Elle devait initialement se tenir le 25 février prochain. Au Sénégal, l'élection présidentielle ne se tiendra finalement pas à la date prévue. Le président Macky Sall a annoncé ce 3 février son report sine die. Le motif invoqué, une supposée affaire de corruption impliquant 2 membres du Conseil constitutionnel. Une affaire qui survient après le rejet de la candidature de Karim Wade au scrutin présidentiel. Pour faire lumière sur sa disqualification ainsi que celle d'autres candidats, une commission parlementaire a été créée. Une initiative de sa formation politique, le Parti démocratique sénégalais. Le PDS a également déposé une proposition de loi portant sur le report de l'élection présidentielle. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Baran Ndiaye, consultant et analyste politique. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, le bureau de l'Assemblée nationale a adopté ce samedi la proposition de loi initiée par le PDS. Le texte sera ensuite examiné par les députés avant le vote. S'il est adopté, l'élection présidentielle sera reportée de 6 mois maximum. Qu'est-ce que cela implique, non seulement pour la suite du processus électoral, mais aussi pour la légitimité politique du président Macky Sall?
Effectivement, merci. Cette question est très intéressante dans le contexte actuel. S'il est adopté, effectivement, l'élection risque d'être reportée de 6 mois. Alors, ça, c'est une chose, c'est un fait. Maintenant, si une élection qui devait se produire à partir du 25 février est reportée, alors que le mandat, on le sait bien, du président de la République arrive à terme, à échéance, effectivement, le 2 avril, il y aura un vide entre le 2 avril et ces 6 mois. Il reste ces 6 mois. Donc c'est un vide juridique. C'est un vide juridique qui n'était pas prévu. C'est un scénario imprévu par l'ensemble des Sénégalais qui sont assez surpris de cette décision, et notamment les Sénégalais, mais les membres aussi de la diaspora, par rapport à cette décision qui a été prise sans consultation. On peut dire que le président de la République a usé de son droit qui est cité dans l'article 52, qui est un cas de force majeure. De crise institutionnelle. Exactement, crise institutionnelle, intégrité territoriale menacée, dysfonctionnement de la fonction publique, etc. Donc il s'est donné ce droit, il l'a appliqué et l'élection a été repoussée et ses, on va dire, partenaires et alliés du PDS aussi l'accompagnaient dans ce processus qui a été initié au niveau de l'Assemblée nationale. Mais les Sénégalais aujourd'hui ne se posent plus la question à savoir quand est-ce que auront lieu les élections, mais ils se posent la question à savoir qui sera le futur président et comment ceci va être géré. Donc légalement, on est d'accord, il n'a pas le droit de diriger le pays au-delà de la date du 2 avril s'il n'y a pas de nouvelle date pour les élections. Exactement. On sait que dans la Constitution, à l'absence du président de la République, qui est garant des institutions et chef d'état-major des armées, on peut solliciter le président de l'Assemblée nationale, d'accord, qui peut suivre cet intérim. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, le président, il a fini ses 2 mandats à terme, avec un bilan dont certains peuvent juger, libre à eux. Maintenant, il faut laisser la place au peuple sénégalais qui est souverain de choisir le futur président dans la mesure où le processus électoral et toutes les démarches ont été suivies et validées par ce Conseil constitutionnel qui sont des sages à qui nous faisons confiance. Vous avez parlé tout à l'heure de l'article 52, on parle aussi de l'article 42 par rapport à la légalité de ce report. Sur quel fondement juridique est-ce qu'il s'appuie ? Alors, il n'y a pas de fondement juridique, ce sont des constats. Ce sont des constats et les constats sont assez simples. Lorsque l'institution de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territorial ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés, on peut prendre ces mesures d'exception. Sans consultation. Ça, c'est le pouvoir qui sont donnés au président de la République. Maintenant, il l'a fait. Il a annoncé malheureusement à quelques heures du démarrage de la campagne présidentielle qui devait durer quelque chose comme 3 semaines au détriment des 20, bien sûr, postulants, des 20 candidats qui devaient mener campagne. Donc, il y a des conséquences et des préjudices, bien sûr, par rapport à ces candidats-là et qui sont vraiment, pour l'instant, pas mesurables et incalculables. Parce que vous savez, le staff de campagne et toute la logistique et tout le bureau de campagne, c'est carrément une logistique très lourde et difficilement stoppable, on va dire. On ne peut pas l'arrêter parce qu'une décision a été prise juste quelques heures avant, mais forcé à la loi, on va respecter la décision du président de la République. Donc, d'après vous, pourquoi est-ce que le président Macky Sall a pris une telle décision si concrètement il n'y a pas de fond juridique ? Alors, du point de vue de la grille d'analyse que j'observe, c'est que le président a pris cette décision. Il n'y a pas vraiment de troubles politiques actuellement, parce que les troubles sont derrière nous. C'était en 2021, en juin 2023, en mars 2021, en juin 2023, avec beaucoup d'effusions de sang, beaucoup de jeunes qui ont perdu la vue, beaucoup qui ont perdu la vie, autant pour moi, désolé, et beaucoup d'opposants qui sont aujourd'hui en prison. Donc, dont Ousmane Sonko, qui est le leader, en tout cas, qui s'est proclamé leader de l'opposition, et donc plusieurs jeunes sont partisans. L'idée maintenant, c'est que le Sénégal, actuellement, tout le monde était patient. Le Sénégal est un peuple démocratique, historiquement démocratique. Nous avons eu 11 scrutins présidentiels depuis les indépendances du Sénégal, le 4 avril 1960, et ces 11 scrutins présidentiels nous ont permis d'avoir 4 présidents successifs. Jamais de report d'élection, et encore moins de report d'élection à quelques heures du début de démarrage de la campagne. Aujourd'hui, la question que les Sénégalais me posaient, parce que j'en ai eu pas mal au niveau de la diaspora comme au niveau du Sénégal même, ils me disent « mais nous sommes inquiets, c'est le sentiment d'inquiétude qui prime aujourd'hui ». Justement, est-ce qu'on doit craindre de nouvelles tensions dans le pays ? Alors, des tensions, c'est inévitable dans la mesure où il y a la jeunesse qui n'a plus de leader quelque part, parce qu'ils avaient un leader qui est en prison actuellement. Il y a d'autres leaders qui sont là, qui sont suivis aussi par certains jeunes. Il n'y a plus de mot d'ordre à leur donner. Heureusement que nous sommes une nation
assez réfléchi, assez mature sur la partie démocratique, mais forcément les mécontents vont l'exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est pas tout le monde qui a du recul et qui peut lire entre les lignes de l'article 42 ou 52 et comprendre ce que la loi dit. Par contre, moi, mon inquiétude, au-delà du Sénégal, c'est aujourd'hui, on est allié avec des partenaires historiques comme la France, comme l'Union européenne, comme les puissances émergentes, l'Inde, la Chine, le Maroc, la Turquie. Tous ces pays nous observent. La CEDEAO qui vient de perdre quelques membres, comme vous le savez, 3 pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Si le Sénégal n'est pas stable politiquement, je pense que cette institution-là risque d'avoir aussi des conséquences de cette crise-là. C'est ce que j'appelle une crise pour le moment. Pour garantir la transparence de ce scrutin, le chef de l'État Macky Sall a annoncé la tenue d'un dialogue national ouvert. Là encore, les contours sont flous, aucune date n'a été annoncée. Est-ce que selon vous, c'est la solution pour résoudre cette crise, comme vous voulez dire? Le dialogue national, on avait eu des assises nationales avant même le premier mandat de Macky Sall. Et ce qui s'est passé, ces assises avaient produit des conclusions qu'on devait exploiter pour le devenir du pays. Aucun de ces éléments n'a été pris pour développer le Sénégal. On a eu un dialogue national précédent. On ne va pas encore en faire un autre, un troisième. Mais justement, est-ce qu'il sera différent du précédent? Alors, on va parler de la même chose, on va parler de quoi? Union nationale, cohésion nationale, libération des prisonniers politiques, etc., développement du Sénégal. C'est les mêmes choses qu'on met sur la table. À un moment donné, il faut se parler entre adultes, il faut avancer pour l'intérêt général. Qui dirige le Sénégal aujourd'hui? Que veulent les Sénégalais? Quelles sont les priorités du Sénégalais? Est-ce que c'est de la mobilité urbaine uniquement? Est-ce que ce sont des projets d'annonce et des effets d'annonce? Est-ce que c'est de vrais projets de développement économique? Est-ce que c'est de diversifier nos partenaires économiques et militaires et stratégiques? C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on veut arrêter l'immigration de nos jeunes qui prennent la mer? Est-ce que ces jeunes-là, on ne peut pas initier de réelles, on va dire, campagnes et de vrais projets d'éducation, d'accord, de formation et d'emploi pour qu'ils restent sur le continent au lieu de traverser la Méditerranée avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui? Merci beaucoup, Baran Ndiaye, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste politique. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Renforcement des relations diplomatiques entre la Guinée-Bissau et le Maroc. Le ministre des Affaires étrangères bissau-guinéen Carlos Pinto Pereira était en déplacement à Rabat pour une visite de travail. Ce 2 février, il s'est entretenu avec son homologue marocain Nasser Bourita, entretien durant lequel il a affirmé que la Guinée-Bissau reconnaît la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Nana Kamsoukom. La Guinée-Bissau réitère son soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire et s'engage à tout faire pour que cette réalité soit reconnue à l'échelle internationale. L'annonce a été faite le 2 février 2024 à Rabat par le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, Carlos Pinto Pereira. La souveraineté du Royaume sur tous ces territoires. Alors, pour nous, ça a été un plaisir de réaffirmer ça au ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés de la Guinée-Bissau, qui effectue le 2 février 2024 une visite de travail au Maroc, a en outre indiqué que son pays et le Royaume possèdent une convergence de vues sur toutes les questions internationales qui se posent à l'heure actuelle, ajoutant que les 2 pays aspirent à consolider le partenariat dans les domaines de l'éducation, la formation professionnelle, le tourisme, la pêche et l'industrie. Cette volonté affichée ouvre la porte à de nouvelles opportunités de coopération économique et sociale entre les 2 pays. Et de le signaler notre compromis de tout faire pour que cette réalité soit reconnue internationalement. Le ministre Carlos Pinto a insisté sur l'amitié sincère qui lie la Guinée-Bissau et le Maroc, appelant à une consolidation des relations sur les plans bilatéral et multilatéral par la voie de l'Union africaine et des Nations unies. Actuellement, 59 pays, parmi lesquels la Guinée-Bissau, se sont positionnés en faveur de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Les prix des carburants repartent à la hausse au Cameroun, une hausse de 15% annoncée par les autorités ce 2 février. Le prix du gazole, par exemple, passe à 828 francs CFA. De nouveaux tarifs qui sont loin de faire l'unanimité pour les consommateurs, inquiets pour leur pouvoir d'achat. C'est Vrandouk. Ambiance morose dans les stations à essence de la ville de Yaoundé ce 3 février 2024. Plusieurs d'entre elles sont à l'arrêt,
Comme dans cette station Total, où un cordon de sécurité renseigne que le service est inactif. Une situation qui fait suite à l'augmentation des prix du carburant à la pompe. Selon un communiqué du gouvernement rendu public le 2 février 2024, le super passe de 730 francs CFA à 840 francs CFA, soit une hausse de 110 francs CFA, et le gazole, lui, coûtera 828 francs CFA contre 720 francs CFA par le passé, soit une augmentation de 108 francs CFA. Les transporteurs sont pris de court par cette décision. Je suis venu pour me ravitailler. Bon, j'arrive, il y a le cordon de sécurité qui ne me permet pas, qui me signale déjà qu'il y a un problème. Pour l'instant, ils ont arrêté parce qu'il faut rectifier le prix de carburant au niveau de la pompe. Mais le désagrément, c'est surtout les usagers et autres consommateurs de carburant qui le subissent. Ce matin, on a eu de la peine à se rendre au travail ou à d'autres rendez-vous. Quoique le prix officiel du taxi n'ayant été modifié, les transporteurs usent d'une stratégie pour combler le gap causé par l'augmentation, ne transporter que ceux qui font une offre raisonnable. Ils proposent la destination qu'on paye souvent 300, maintenant les tassements disent que c'est 400, on ne sait pas où on part. Maintenant c'est 400, pour aller à Mokolo, on paye habituellement 300, partant de la mobile sauce pour Niki Mokolo. Aujourd'hui là c'est 400 francs 500, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il s'agit de la deuxième augmentation des prix à la pompe au Cameroun, après celle du 1er février 2023. À mesure compensatoire à cette hausse, dont la résultante pourrait être une inflation généralisée, le gouvernement a annoncé une hausse de 4,3% du salaire des agents publics, mais aussi de poursuivre les négociations avec les parties prenantes afin de limiter l'impact de ce réajustement tarifaire. L'actualité sportive à présent avec le programme des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Des demi-finales qui débutent le mercredi 7 février. En ouverture de bal, le Nigeria affronte l'Afrique du Sud. Les Bafana ont décroché leur qualification en s'imposant face au Cap-Vert sur une séance de tir au but. Les Super Eagles, quant à eux, avaient éliminé l'Angola sur un score de 1-0. Autre match de ces demi-finales, le face-à-face République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, le pays hôte de la CAN qui a dominé ce samedi le Mali 2-1. Les Léopards, rappelons-le, avaient tenu la Guinée en échec sur un score de 3-1. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.